Guerre commerciale acte 2 lancée par les États-Unis au reste du monde, principalement la Chine. Bonjour Alexandre Baradel. Bonjour. Je rappelle que vous êtes chef analyste chez IG. Alors, je vais vous citer Wilbur Ross, le secrétaire au commerce. Les importations d'acier et d'aluminium menacent de nuire à la sécurité nationale. Sous-entendu, on peut s'attendre à ce qu'on impose de nouvelles barrières tarifaires, comme ça a été fait sur les panneaux photovoltaïques, sur les machines à laver, en direction principale de la Corée du Sud ou de la Chine, là, en l'occurrence. Oui, alors c'est vrai que c'est une menace qui plane très clairement. Alors ce qui est intéressant de voir récemment, c'est que la menace a un peu évolué. Auparavant, c'était pour faire contrepoids à la politique de la Chine par rapport à la Corée du Nord. Or, récemment, Trump, notamment hier, a indiqué que la Chine n'avait jamais été aussi active vis-à-vis de la Corée du Nord, dans le bon sens, que depuis quelques temps. Donc, on voit que cette menace aujourd'hui, il va falloir qu'elle pèse face à autre chose. Et l'argument qui est sorti, c'est la question de la sécurité. On doute bien que ce n'est pas des questions de sécurité qu'il y a derrière, c'est vraiment des questions de risque de guerre industriel qui est à la peine face à la Chine. C'est ça, mais le problème que vous avez en face, c'est qu'en face, vous avez la Chine. La Chine, c'est quoi? C'est un des plus gros acheteurs de bons, ou en tout cas détenteurs de bons du Trésor US. On sait que les bons du Trésor US en ce moment sont dans une phase assez sensible, et les taux qui sont redressés, et que si venait l'envie à la Chine de se débarrasser un peu plus de bons du Trésor US, ça ne pourrait faire que grimper les taux au moment même où Powell, on va l'attendre cet après-midi, prend les rênes de la Fed et où le marché s'est déjà un petit peu excité début février sur la question des taux. Donc c'est clairement un timing dangereux pour les États-Unis parce que si effectivement ils appliquent une tarification trop forte qui ne plaît pas à la Chine a mille façons de répondre à ce type d'éléments commerciaux. Alors la décision doit être annoncée en avril, hein, donc oui. Peut-être qu'entre-temps... Oui, il faut bien se rappeler que c'est quand même un fil rouge. Si on parle des mesures commerciales, on se souvient déjà que l'été dernier, Wilbur Ross disait on aura bientôt des nouvelles de la politique commerciale et que ça fait plusieurs trimestres que rien n'a été annoncé. Et là, on nous sort effectivement des chiffres de l'ordre d'un quart, donc 25% de hausse des droits de douane. Pour l'instant, ce n'est pas encore sur la table. C'est aussi un peu la politique Trump, on s'en rend compte. C'est toujours de gros arguments initiaux et ensuite, finalement, c'est presque de la réelle politique qui s'applique où on se rend compte que chacun a des intérêts qu'il faut finalement couper la poire en deux. Donc, pour l'instant, je vois ça surtout comme un argument, une menace pour faire agir la Chine, mais pas forcément quelque chose de très imminent et de mise en application rapidement. Parce que la Chine aussi peut répliquer sur le soja, parce que finalement les agriculteurs américains aujourd'hui produisent en grande majorité le soja. Pourquoi? Parce qu'ils exportent vers la Chine. Donc ça pareil, c'est aussi une autre mesure de rétorsion des Chinois. Et là on rentre dans des grandes guerres commerciales. Oui, et puis, dès que ça touche les matières premières, effectivement, l'aluminium en fait partie, mais si on commence à aller sur le terrain des matières premières agricoles également, il y a aussi les questions inflationnistes, les questions de prix que ça va poser pour le consommateur américain. C'est augmenter les droits de douane, mais ça veut dire que c'est le consommateur derrière, in fine, qui va payer plus cher. C'est pas pour déplaire à la Fed, parce que ça fera un petit peu grimper l'inflation, ça le permettra de normaliser un peu plus rapidement. Ça, en revanche, ça ne plaira pas au marché. Donc, oui, il y a aussi des conséquences, et on sait que l'administration de Trump surveille de très près les marchés. Il suffit de voir les réactions de Trump, moins le mois dernier, enfin ce mois-ci, parce que les marchés ont baissé, mais jusqu'à présent, il suivait les marchés presque d'aussi près que nous. Alors, il y avait également eu des grandes déclarations de Wilbur Ross et de Donald Trump sur le dollar. Oui. Le fait est que le dollar n'a pas beaucoup baissé, mais on est quand même toujours autour de 1,23 en euro-dollar et par rapport aux autres monnaies également... Ça s'est un peu stabilisé parce que le marché a aussi entendu Draghi. On a bien compris lors de la dernière réunion, lors de la dernière conférence de presse de Draghi et par les différentes interventions des speakers de la BCE entre-temps que ce qui s'était passé au niveau du Trésor américain n'avait pas beaucoup plu à l'Europe, notamment cette intervention intempestive sur le niveau du dollar. La dernière en date, c'est d'ailleurs Mnuchin. Il avait un peu corrigé d'ailleurs à Davos. Voilà, exactement, et qui a encore rectifié hier soir, le fameux Mnuchin, donc le directeur du Trésor US, qui a indiqué que à moyen long terme, un dollar fort était dans l'intérêt des États-Unis. Mais tout est dans la rhétorique. Moyen long terme, c'est quoi? Ça veut dire qu'à court terme, si le dollar peut rester dans la zone actuelle, voire baisser encore un peu, ça ne déplairait pas à l'administration US. Donc, c'est vrai que là aussi, la BCE a un rôle à jouer. Quand on parle du niveau du dollar ou du niveau de l'euro, ce qui est votre cas, il y a aussi le dollar en face. Et il y a aussi ce que peut faire la BCE. Donc, si la BCE décide, et on l'a peut-être senti un peu comme ça hier, Mario Draghi. Mario Draghi dit il n'y a pas de guerre d'échange, ok, mais dit il y a des faiblesses dans l'économie européenne qui persistent et ces faiblesses doivent être corrigées. Donc ça veut dire, si elle doit être corrigée, il n'y a aucune raison, le message sous-jacent, c'est qu'il n'y a aucune raison qu'on se précipite pour relever les taux, qu'on se précipite pour arrêter le QE, même si on sait que ça s'attendait en septembre. Derrière, on peut très bien aller en cascade sur une dégressivité. La date de septembre est donnée pour la fin du quantitative easing sans être pour autant certaine. Voilà. C'est un peu comme Donald Trump et ses menaces. C'est des choses qu'on laisse peser comme ça sans qu'il y ait de... Oui, et ça a son importance pour le marché parce qu'on peut se dire, mais finalement, bon, si c'est pas septembre, mais que ça s'étiole sur quelques mois derrière, mais pour le marché, c'est quand même important parce que soit on arrête le QE brutalement
raisonnement et on passe tout de suite sur un mode raisonnement sur les taux. Et ça, effectivement, c'est la rhétorique la plus agressive qui plaît à moi au marché. Soit on fait ce que fait Draghi maintenant depuis quelques semaines, à savoir, on parle plus tellement de la fin du QE, on parle de la zone euro, de ce qui reste à corriger, vous voyez. Donc finalement, il reste encore du boulot en zone euro. C'est un peu ce que dit Draghi. Il faut corriger certaines faiblesses. Donc ça veut dire, ça sous-entend, n'attendez pas de nous que l'on normalise au même niveau que la Fed. Et d'ailleurs, hier, ça a été dit en tant que tel, c'est le ministre espagnol de l'économie qui indique qu'on est dans un cycle différent de la Fed, dans une phase de cycle différente de celle de la Fed. Et c'est tout à fait juste. La Fed a déjà fait 4 ou 5 hausses de taux, nous on n'a pas encore fait une seule. Donc ça montre aussi quand même que la BCE reste très accommodante globalement. Oui. Donc pas de raison de voir l'euro repartir, vous voyez, sur les chapeaux de roue à 1,30. Je pense que la zone entre 25 et 1,30, c'est la zone que la BCE ne veut pas tellement voir. Que ça aille chercher la 25, la 26, la 27, qu'on tende un peu vers 1,30, ça peut se voir, mais que l'on durablement s'installe au-delà de 1,30, pour l'instant en tout cas, c'est parce que souhaite la BCE, et les prévisions de la BCE sont en fait, on le rappelle, sur 1 euro à 1,17. Ouais. Ça semble vraiment du moyen long terme, le 1,17 quand même. Oui, je pense même que la BCE n'imagine pas que l'euro tombera à 1,17. Donc c'est simplement un moyen de montrer, nos prévisions, on ne les fait pas sur du 1,30. Voilà, on les fait sur du 1,17. Donc ça veut dire qu'on fera en sorte qu'on ne s'écarte pas trop de cette zone-là. Après, il faut voir aussi le rôle que va jouer la Fed. Cet après-midi, Jérôme Powell, c'est le grand oral, aujourd'hui et jeudi. Ouais, on ne s'attend pas à un grand chamboulement de la part de Jérôme Powell. Ça va être juste, est-ce qu'il va y avoir 3 ou 4 rectifications de taux? Grosso modo, c'est... Oui, le Powell, on va attendre sur plusieurs choses. Quelle est sa vision de l'économie US? Quelle est sa vision de l'impact du plan fiscal? On sait que Trump va aussi mettre en place un plan sur les infrastructures, donc est-ce qu'il va en parler? Est-ce que ça peut donc générer de l'investissement, des hausses de prix in fine? On va attendre sur tous ces sujets-là. Une grosse politique fiscale. Oui, c'est sûr que Powell, c'est du Yellen. Il est un peu moins accommodant que Yellen dans ses caractéristiques, dans ce qu'il a déjà dit par le passé, mais à peine, c'est pas non plus un faucon, donc c'est pas Mester par exemple, voilà, donc c'est très différent. Qui vient d'être nommé. Ouais, exactement, c'est pas Mester, donc si vous voulez, il va devoir faire du Yellen un peu moins accommodant quand même, sans être non plus trop dur, parce qu'il est évident qu'il a vu la réaction du marché sur les taux, et quand ça a grimpé à 3%, quasiment 3%, à 2,95 sur le taux 10 ans, ça n'a pas plu au marché. En revanche, il faut aussi voir que le marché peut aussi accepter à un moment donné, il y a la vitesse de remontée des taux, mais si ça monte plus graduellement, on passe de 2,90 par exemple à 3,310 en l'espace de 6 mois. Ça, c'est beaucoup moins dangereux pour le marché. Ce qui est dangereux, c'est d'avoir 40-50 points de base en l'espace de quelques jours, quelques semaines, alors qu'il n'y a pas d'éléments macro qui justifient une telle remontée. Voilà. Donc, il va essayer, je pense, de faire en sorte que les taux, je ne pense pas qu'il fasse redescendre les taux. Ce serait surprenant, vu le niveau de croissance actuel des États-Unis, ce serait surprenant. Mais en revanche, qu'il limite l'appréciation des taux sans être trop négatif pour ne pas inquiéter les marchés et l'économie et les investisseurs, sans être trop agressif pour ne pas générer une flambée des taux. Quand les indicateurs sont bons, normalement, il faut essayer de mener une politique un peu contracyclique pour calmer justement les effets possibles de bulles. Oui, mais le risque, tout le monde a en tête 87, tout le monde a en tête ces épisodes-là qui n'ont pas été très durables. 87, c'était un 2 mois de grosse correction, 3 mois, et après c'est reparti, pas verticalement, mais c'est reparti normalement et ça a continué à grimper derrière. Donc ce qu'il faut éviter, c'est ce genre d'à-coup, un peu ce qu'on a eu en février. Donc je pense qu'il va essayer d'éviter ça. Mais en février, on sortait d'une période d'euphorie complètement délirante presque. Oui, c'est une correction marché. Moi, je ne suis pas convaincu que les taux ont été un peu le déclencheur. Je ne vais pas dire la Libye, mais c'est vrai que c'était un phénomène purement marché. On n'a pas vu les mêmes choses sur les devises, par exemple. On n'a pas vu les mêmes choses sur les matières premières. Donc c'était quelque chose de très localisé au marché action quand même, avec un petit peu sur la partie obligataire, mais très marché action. Donc le rôle de Powell, ça va être de dire, nous, on voit que l'économie se comporte bien. Par rapport à ça, il faut poursuivre le cycle de normalisation graduelle. Il va employer à nouveau ce mot-là, graduel. Après, c'est sur les adjectifs. Graduel avec conviction ou pas, graduel avec, vous voyez, c'est ce qu'on va ajouter au mot graduel, voilà. Le mot graduel va rester dans la rhétorique. Donc, il ne va pas dire on va augmenter les taux de manière beaucoup plus forte. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui sorte de manière très... parce que ça ne plaira pas à Trump, parce que ça génère une nouvelle correction de marché, ce qui ne plaira pas à l'administration, même si la Fed est indépendante, mais il va aussi s'appliquer à ne pas faire une entrée fracassante en matière et à ne pas choquer le marché. Donc ce serait étonnant d'avoir un Powell faucon cet après-midi. Un peu moins accommodant que Yellen, oui, mais faucon très peu probable. Puis on a quand même beaucoup dit que Powell avait une formation de juriste et non pas une formation d'économiste. On le sait que devant la Chambre des représentants, les questions ne sont pas faciles. On n'est pas là pour être sympa avec le nouveau président de la Réserve fédérale, donc il va peut-être pas être non plus
dans ses petits souliers dès son premier grand oral. Je pense que c'est quand même un bon communicant pour elle. Donc il sait communiquer, il y a toute une équipe également autour de lui qui travaille sur les arguments, sur l'aspect purement économique aussi. Hein. Heureusement, ce n'est pas le temps communicant. Donc son passé, pour moi, je trouve en tout cas compte moins que ce qu'il dira. Il peut avoir un passé, et puis ça c'est un peu le propre également des hommes politiques, et de savoir s'adapter à une situation et de savoir évoluer en fonction des situations. Donc je ne suis pas inquiet ou questionné par son passé. En revanche, effectivement, moi je vais surtout suivre l'aspect relation au marché. Est-ce qu'il estime que les marchés sont chers? Est-ce qu'il estime que c'est un petit peu ce qui ressortait quand même des minutes de la Fed récemment, qu'il y a cette valorisation qui était assez étirée. C'est pas pour autant que la Fed estimait qu'il y avait des bulles. Voilà. Ce mot on n'a pas vu dans les minutes. Mais que pense-t-il des valorisations? Est-ce qu'il voilà, c'est tous ces éléments-là, ces petits mots qu'on va surveiller. C'est une question de mots aujourd'hui, je pense. Hein. Ça va se jouer sur les mots, sur l'ensemble aussi, mais il y aura des mots comme ça qui vont faire mouche et qui sont ceux qu'on va surveiller. Et on va surveiller surtout la réaction du marché à la seconde près. Quel mot fait réagir le marché? Quelle phrase fait réagir le marché? Voilà, ça c'est important. Savoir quelle est l'attention du marché, sur quel type d'éléments le marché s'arrête. Bon, alors un dernier mot peut-être sur le pétrole, parce que l'Arabie Saoudite a annoncé depuis la semaine dernière qu'elle allait limiter ses exportations de pétrole, et ça se ressent, le Brent et le baril léger américain remontent. Oui, ils se remontent, mais je pense qu'aussi il y a les aspects comme ça liés au stock, liés aux exportations. Il y a aussi l'aspect purement macro. Il y a une économie mondiale qui s'améliore. Regardez, il y a des expressions très claires de cette amélioration. Vous avez eu il y a quelques semaines la note du Portugal qui a été améliorée par, je ne sais plus quelle agence, mais c'est sorti de la catégorie junk. Vendredi dernier, c'est la Russie qui est sortie de la catégorie junk, qui est repassée en catégorie investissement par Standard & Poor's. Ça fait 10 ans en même temps qu'ils Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les émergences, je ne mets pas le Portugal là-dedans, mais je parle de la Russie par exemple, qui est considérée comme un émergent toujours, va mieux, la Grèce va mieux, plusieurs pays d'Amérique du Sud vont mieux également. Je ne dis pas que c'est une autoroute de croissance, mais ils vont beaucoup mieux qu'il y a 2 ou 3 ans. Donc tout ceci participe à une consommation de matières premières plus importante. Il y a certes des hautes productions qu'il faut surveiller, mais le pétrole, il faut de solides arguments et des niveaux de surproduction importants pour que le baril rechute sur les niveaux qu'on a connus en 2014-2015. Ça me semble très peu probable. Donc moi j'ai quand même plutôt le sentiment qu'à moyen terme, le baril va continuer à aller chercher les 68-70 $. Il y a des niveaux de correction, des retracements, toute la phase de baisse de 2014 à 2015. Voilà, les 50%, on ne les a pas encore atteints. Ils sont à 68, 109 $. Ça sont les niveaux, selon moi, qu'on peut encore aller chercher dans les mois qui viennent. Voilà. Donc je suis pas inquiet sur le baril. Je pense que ça peut consolider à court terme, mais je ne pense pas qu'il y ait de choc où on lâche 30-40% comme on l'a vu en 2014-2015. Non, mais la baisse des prix du pétrole a beaucoup aidé les économies européennes. Peut-être pas l'Allemagne, parce qu'on sait qu'elle a un excédent commercial qui fait figure d'exception, mais de nombreux pays comme l'Espagne, la France, l'Italie. Et c'est doublement aidé parce que sur l'aspect macroéconomique, effectivement, on importe moins cher, et sur l'aspect politique monétaire, un pétrole qui reste peu cher, ça participe peu à l'inflation, ou moins à l'inflation en tout cas, donc ça fait que la Banque centrale européenne reste accommodante, ce qui favorise les économies. Donc il y a aussi l'aspect politique monétaire derrière. Donc oui, clairement, même le baril à 65 $ reste globalement, ça va peut-être en surprendre certains, mais c'est pas très cher. Il faut rappeler, à 120 $ en 2014, 115, 120 $. Donc à 65, même si on monte à 110 $, il n'y a pas de péril dans la demeure sur les questions de potentiel économique, zone euro et ailleurs. Très bien, pas de péril dans la demeure, je retiendrai la remarque. Merci.